Waouh, on est déjà en 2025. Ouais, calmez-vous les Jean-Michel Loévin, c'est du Red Bull. 2025 les gars. J'ai l'impression que c'était hier qu'on attendait avec impatience l'an 2000, qu'on rêvait de ce qui allait se passer, et 2025 est déjà là. Bonne année à tous, j'espère que vos réveillons, vacances se sont bien passés, la famille, les cadeaux, tout ça, tout ça. On attaque donc joyeusement cette nouvelle année, comme d'habitude synonyme d'espoir, plein de promesses, de bonnes habitudes à prendre comme s'abonner, si, abonnez-vous, c'est très important pour mon petit cœur, et parce que objectif 2025, redépasser Yann. Ah si, bien sûr, j'ai déjà été devant lui, mais il y a longtemps. Donc ouais, l'abo qui va bien, ou le réabo, si vous avez été éjecté sans raison. Et surtout, allez faire un tour sur le Tipeee, pour ceux qui peuvent et qui veulent, si vous avez reçu les étranges, des sous de mémé en trop, ou si jamais le livret A a fait des petits, même 1 euro, il suffit que 2% d'entre vous fassent ce don pour être autonome financièrement. Juste 2%. Parce que oui, on va tenter cette année de sortir une vidéo par semaine, produire plus et mieux, et par la même instaurer une nouvelle ère. Essayer d'être moins dépendant des sponsors. Il y en aura toujours, on a des super relations avec eux, et puis surtout, on aime les produits qu'on met en avant. Et c'est un vrai kiff, nous, en tant que créateurs, de produire des vidéos assez cool aussi. Si, les vidéos sponsors sont vraiment travaillées. C'est pas juste une fiche produit qu'on lit comme ça, On passe du temps à écrire, à tourner, on a même tourné une course-poursuite pour l'un d'entre eux. C'est juste une question de respect entre le client et même vous, tout simplement, pour pouvoir profiter de la vidéo au maximum. Mais ça prend du temps en plus, et pour l'instant, on est totalement dépendant d'eux. Et une vidéo comme celle-ci, aujourd'hui, non sponsorisée, c'est une perte nette. Oui, je le répète, ou je le dis pour les nouveaux, l'argent de la pub va directement à la prod, pour payer le montage, le tournage, etc. Je ne me rémunère absolument pas dessus, je ne vis que des sponsors. Or ça, je veux plus, je veux vraiment pouvoir sortir des vidéos quand je veux, en fonction de l'actualité, sans avoir besoin des sponsors ou d'avoir les yeux rivés sur les chiffres, et sans bosser à perte. Et donc pour être un petit peu plus libre, on a vraiment besoin de vous et de vos dons. Tipeee, lien en description. Pardon, je me permets d'interrompre ce vidéogramme 10 secondes pour vous préciser que, à partir de désormais, les donateurs pourront bénéficier de la vidéo à partir du vendredi soir 18 h, et puis sinon, sortie normale pour les autres le dimanche à 11 h. Et bref, pour bien partir, les yeux rivés sur l'avenir, main dans la main, je me suis dit que 2025 était un nombre rond. 2025 est un nombre rond, c'est pas moi qui me le suis dit. Mais je me suis dit, est-ce qu'on se ferait pas une petite rétrospective des promesses faites, non pas en début 2024, mais début 1975, il y a 50 ans. Comment le monde a changé depuis ce moment-là, comment quelques petits jeunes ont façonné notre monde actuel, quelles technologies encore inconnues à l'époque sont devenues pour nous juste indispensables aujourd'hui, et sera encore plus naturelles pour la toute nouvelle génération bêta qui arrive depuis le 1er janvier. Ouais, si vous avez des enfants ou même des bébés nés en 2024, ils sont déjà de l'ancienne génération. Salut mon pote. Allez, c'est parti, ça commence tout de suite, direct, là, pas de sponsor, juste le temps du générique, de l'abonnement et du Tipeee, et c'est parti. Nous sommes en 1975, il y a 50 ans tout pile. La Renault 5 fait la fierté de la marque aux losanges, McLaren est champion du monde de Formule 1, la CGT menace de bloquer le pays sans trop savoir pourquoi, et Michel Drucker est l'animateur préféré des Français. Quoi? Ah non, pardon. Le président de la République française est Valéry Giscard d'Estaing, personne ne sait encore qui est Dark Vador ou Mario, et Michael Jackson est juste un gamin parmi 4 autres. Personne n'a encore jamais écouté de musique ou téléphoné en marchant dans la rue, et le monde s'apprête tout juste à découvrir des histoires de requins et de lapins tueurs. Elton John est numéro 1 dans le monde avec Lucy in the Sky with Diamonds, tandis que chez nous, Dave nous enchante les cages à miel avec Vanina, avant qu'Annie Cordy et la bonne du curé ne le remplacent en numéro 1 des ventes, et le monde est sur le point de changer. Bien entendu, ça fait déjà un bon siècle que l'humanité découvre et exploite de nouvelles lois de la physique, changeant radicalement le quotidien de milliards d'individus. Nikola Tesla et bien entendu d'autres ont posé les bases solides en ingénierie pour inventer le XXe siècle. Et on est passé en une vie d'homme, des premiers balbutiements de vol d'engins plus lourds que l'air, au premier pas d'un gars sur un autre astre que le nôtre. On a découvert les secrets de la matière avec le nucléaire, les propriétés de la lumière qui nous offrent toute une gamme de nouvelles... Si Monsieur Génius veut bien. Oui, d'accord, j'étais en train de tourner. Ça va être long cette année. Ce rire vous est offert par Le Point Génius. Les propriétés de la lumière nous offrent toute une gamme de nouvelles utilisations de la communication, au réchauffage de ta tasse à café oubliée depuis le matin sur un coin du bureau. On maîtrise désormais les semi-conducteurs avec les transistors qui ouvrent une nouvelle ère de calcul et de travail. Et en 1975, un empire informatique est sur le point de voir le jour grâce à 2 petits jeunes ambitieux, Paul Allen et un certain Bill Gates. Rencontrés sur les bancs du lycée à Seattle en 1967, un lycée privé donnant accès à une rareté de l'époque, un ordinateur, les 2 génies en herbe montrent une bonne grosse passion pour l'informatique. Ils passent des heures à coder sur un bon vieux PDP-10 de toute beauté. Ouais, ça fait rêver, C'est le vous avez le droit des ordinateurs, mais sans le nœud pape. Et son parasite, là. Un chat. Oui, peut-être, je connais pas toutes les marques de parasites.
Gate est le gamin qui n'en veut, méthodique et compétitif. Allen est plus réfléchi et voit plus loin. En 1970, ils fondent ensemble une entreprise appelée Traf-O Data avant de poursuivre leurs études chacun de leur côté. Mais en 1974, Allen découvre en couverture du magazine Popular Electronics le micro-ordinateur Altair 8800. Une vieille brêle assez mal branlée en fait, et qui serait de toute façon bien incapable de faire tourner un pauvre Candy Crush aujourd'hui. Mais offrant quand même de belles possibilités à l'époque. Polo appelle alors Billy pour lui proposer de développer un système basique pour faire tourner l'Altair. En janvier 1975, il y a donc tout juste 50 ans, Gates et Allen contactent Ed Roberts, le fondateur de MITS. Une grosse quoi? MITS. Micro Instrumentation and Telemetry System, la boîte qui fabrique l'Altair 8800, et au zbeul total, les mecs lui disent qu'ils ont développé un interpréteur basique pour faire tourner le bousin. Mais c'est totalement faux. Ouais, règle d'or, si on vous demande est-ce que vous savez, est-ce que vous avez déjà... Oui, la réponse est toujours oui. Le reste, c'est votre taf qui fera la différence, mais au moins vous avez déjà fait 50% du boulot. Parce que ouais, leur audace paye, puisque Roberts leur donne leur chance pour une présentation en mars 1975. Donc là, les deux gus, c'est full taf, hein, jour et nuit, pas le temps d'aller glander sur Insta ou d'aller chasser le Pokémon. C'est focus sur un objectif. Et c'est un succès. MITS décide alors de commercialiser leur basique, et les deux potes empochent alors 35 $ par Altair 8800 vendus, tout en restant propriétaires de leur licence. Et en avril 1975, ils fondent officiellement la jeune société Microsoft. Sur la fin des années 70, ils continuent de développer le basique pour d'autres ordinateurs, puis en 1980, ils signent un contrat avec IBM pour équiper leurs ordinateurs PC. Personal Computer. Ouais, ça vient de là le nom PC, hein. À la base c'est un nom commercial, mais c'est comme si on appelait toutes les consoles des NES par exemple, ou toutes les personnes avec un physique approximatif des 12 parsec. PC équipé du système MS-DOS. IBM est alors leader mondial sur le marché des micro-ordinateurs, et Microsoft va être propulsé vers les sommets avec eux. En 1985, Microsoft lance la première version de Windows, une version graphique du MS-DOS. Parce que oui, jusque-là, c'est ça une interface d'ordinateur. Hein. Je vois rien. Je vois, c'est des blondes, des brunes, des roses. Ah oui, maintenant je vois. Il n'y a rien de visuel. La révolution est en marche. L'ordinateur s'invite dans toutes les familles du monde. C'est plus seulement une bizarrerie pour grosses entreprises et nerds à lunettes. En 1986, Microsoft est introduit en bourse et elle est aujourd'hui cotée à plus de 3000 milliards de dollars. Bill Gates devient un des plus jeunes milliardaires du monde et l'homme le plus riche du monde pendant des années. Et le reste appartient à l'histoire, débutée il y a 50 ans sur un coup de fil audacieux. Mais ce ne sont pas les seuls à s'apprêter à changer le monde, puisque de l'autre côté des US, leur ennemi juré s'apprête également à changer la face du monde. Apple. Dans son garage, un jeune geek du nom de Steve Wozniak découvre également l'Altair 8800. Et lui aussi, il trouve à y redire. C'est de la merde. Mais Wozniak va plus loin que Gates et Allen avec leur basique pour le faire tourner. Lui, il veut carrément tout revoir, hein, l'architecture matérielle pour le rendre plus accessible, plus abordable et plus convivial. Important, la convivialité. Moi, je vois quand Yann m'invite chez lui, il y a zéro convivialité. J'y vais plus. Et qui dit convivialité dit ergonomie, comme un clavier par exemple, hein, et surtout des éléments visuels. Et se démerde pour afficher tout sur télé... Faites comme chez vous, madame. Hein. Voilà, l'inverse de la convivialité. Bref, et surtout des éléments visuels, et se démerde pour afficher le tout sur une télé normale. Il travaille le microprocesseur pour qu'il soit là aussi bien plus efficace et moins cher. Plus abordable. Un petit jeune de 20 ans du nom de Steve Jobs entend alors parler du prodige Wozniak et arrive à le convaincre que son invention va révolutionner le monde et qu'il faut le vendre. Bah ouais, parce que l'autre Steve, lui, ce qu'il veut, c'est se bricoler son ordinateur perso pour lui, tu vois, en loose day. Mais finalement, il se laisse convaincre. À l'été 1975, les deux compères bossent le design, l'ergonomie, que dis-je, la philosophie de la machine qu'il présente à la fin de l'année au Homebrew Computer Club, le club informatique où Wozniak avait découvert l'Altair 8800 quelques mois plus tôt. Machine qui deviendra quelques mois plus tard l'Apple I. Si la société Apple ne sera créée qu'en 1976, c'est bien en 1975, il y a 50 ans, que l'aventure Apple commence. 50 ans plus tard, après des hauts et des très bas, des révolutions technologiques et d'usage, des coups de génie, des gros flops et l'incarnation du shaitan sur Terre, hein, l'équivalent du chat mais niveau informatique, les systèmes d'exploitation macOS, Apple c'est 3000 milliards de capitalisation boursière, mais si des empires sont nés en 1975, c'est l'un des plus grands qui précipite sa propre chute cette année même. Kodak est alors une entreprise presque centenaire et leader incontesté de l'image photo et cinéma, fondée en 1880 par George Eastman. Jojo était un inventeur passionné par la photographie. Kodak à sa création s'appelle alors Eastman Dry Plate Company. Dry Plate parce que c'est ce que ça produit au début, hein, des plaques photographiques sèches. Puis il lance le premier appareil photo Kodak. Kodak parce que c'est à peu près le bruit que ça fait quand on prend une photo, et en plus c'est simple à retenir et facile à prononcer pour tout le monde. Bien sûr, je connais pas non plus tout le monde dans le monde. L'essor de la photo va de pair avec l'essor du cinéma, et rapidement Kodak s'impose comme le leader du seul support alors en vigueur, la pellicule, la péloche. Kodak innove, prend de l'avance sur son temps, crée des pellicules couleur, des appareils photo faciles d'utilisation dès 1888, oui, 1888, et des produits phares comme l'Instamatic en 1963. Il s'allie avec les plus grands studios de cinéma et finit par dominer jusqu'à 90% du marché.
En parallèle de ça, de manière totalement qui n'a rien à voir avec notre histoire actuelle, en 1969, Willard S. Boyle et George E. Smith du Bell Labs inventent le premier capteur CCD, Charged Coupled Device. Et bim, prix Nobel pour ça en 2009. À la base, ils cherchent juste à stocker des informations de manière numérique, mais ils se rendent compte que les capteurs réagissent à la lumière. Le but n'était donc pas dans un premier temps de prendre des photos. Mais les gars de chez Kodak se disent qu'il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Ils chargent Steve Sasson de créer le premier appareil photo numérique. Ce n'est pas un capteur CCD, mais sur une cassette magnétique qui permet de prendre des photos en noir et blanc et ensuite, révolution, de l'afficher directement sur une télé sans avoir besoin de passer par un support physique si cher à nos amis à tête à ventouse. Ouais, il faut avoir vu la pub des années 90 pour comprendre. Le brevet est déposé en 78, mais la direction de Kodak se dit que c'est peut-être un petit peu con de commencer à commercialiser un appareil capable de mettre fin à leur propre monopole de la pellicule. Quelle drôle d'idée! Il est très bien comme ça, le monde, pourquoi changer? Mais problème, la concurrence, elle, n'a pas prévu de les laisser passer leur soirée tranquillement à l'aise à se dorer les arpions dans leurs pantoufles Fonzie. Et Canon et Nikon commencent, eux, à développer des appareils photo numériques, en lorgnant du côté de l'invention finalement pas si con de Boyle et Smith, et de l'idée encore moins con de Sasson. Ce qu'on appelle se faire undercutter dans le jargon F1. Non, pas de connotation dégueulasse, on n'est pas chez Archeo Fennec ici. Kodak emboîte alors le pas en 1994, un peu forcé, mais ils sont plus les leaders de l'innovation. Et à partir des années 90, la chute de Kodak, du fait de son manque d'anticipation dans le numérique, est inexorable. Ils tentent dans les années 2000 de survivre et de se diversifier grâce à quelques cinéastes un peu illuminés. Ouais, vous savez ce que je pense des gens qui utilisent encore la pellicule au cinéma. Mais les solutions apportées à la photographie depuis n'ont cessé de changer. On a tous des caméras numériques dans nos poches aujourd'hui, des technos variés, allant des prix les plus bas aux matériels les plus professionnels, mais plus personne n'a besoin de Kodak. Du fait de cette invention de 1975, Kodak dépose le bilan le 19 janvier 2012. La société est maintenue sous perfusion grâce à son département chimie, notamment pour son savoir-faire dans la production de solutions chimiques sanitaires lors de la crise du Covid, mais on est bien loin des milliers de pellicules et des tirages photos et de leur hégémonie sur le marché de la photo du XXe siècle. Et 1975 a bel et bien marqué le début de la fin pour cette firme centenaire. Et si Kodak maîtrisait la technologie de la pellicule, il était un marché encore inexploré, puisqu'il n'existait pas, celui de la vidéo à la maison. À l'époque, difficile de pouvoir revoir des films ailleurs qu'au cinéma, et on n'allait pas se trimballer des bobines de péloche pour les revoir à la casa. C'est ainsi que se développe, au début des années 70, un format de bande magnétique permettant d'enregistrer et de restituer de l'image, le Video Home System, ou VHS. Sony proposait déjà un format d'enregistrement comme le U-matic, mais il était loin d'être démocratisé. La société japonaise JVC, Japan Victor Company, lance alors le développement d'un système abordable et facile à utiliser, capable d'enregistrer de longue durée pour le grand public, que ce soit des films ou tout simplement des émissions de télé. La télé des inconnus, Retour vers le futur, tout ça. Et c'est donc en 1975 que le format VHS est créé pour un lancement l'année suivante au Japon. D'abord des cassettes de 120 minutes, globalement suffisantes pour un film, puis 4 et même jusqu'à 6 heures. Mais en face, Sony propose également une technologie répondant aux mêmes contraintes, le Betamax. Mais bon, si l'image est meilleure, la durée d'enregistrement est plus courte et le matériel plus cher avec une utilisation plus complexe. La qualité d'enregistrement à l'époque, c'est sur des télés globalement à l'image médiocre et avec une réception hertzienne analogique pas forcément des plus folles. Donc c'est avant tout le prix et la praticité qui vont faire la différence et imposer la VHS dans tous les foyers. Sony se rattrapera 30 ans plus tard en gagnant la guerre du Blu-ray face au HD-DVD. Même si bon, le Blu-ray, on en a déjà parlé, bref. La VHS marque une révolution dans les années 80, créant toute une nouvelle génération de cinéphiles, se repassant toutes les superproductions de l'époque, l'âge d'or des vidéoclubs et marquant le début de la pop culture actuelle. Depuis, bien entendu, les supports numériques comme le DVD puis la dématérialisation ont marqué la fin de la courte vie de la VHS et à peine 40 ans après sa création en 2016, la production des VHS est stoppée. Bon, jusqu'à ce qu'une poignée d'illuminés, comme pour la pellicule, ou maintenant les cassettes audio, ne relance le format totalement daubé du cul. Mais à l'époque, je pense que la VHS a été parmi mes meilleurs amis dans ma jeunesse. Et quitte à faire le tour des supports de stockage d'images, comment ne pas parler aussi de la première imprimante laser commercialisée elle aussi en 1975. 5 ans avant de lancer son fameux PC, IBM est déjà un solide acteur du milieu avec toutes des solutions informatiques. Et c'est donc naturellement qui joue la concurrence avec Xerox, notamment sur le marché des imprimantes. Dans les années 60-70, les imprimantes c'est des énormes trucs à aiguilles. J'en ai eu une aussi, un truc qui fait un barouf de l'enfer, genre comme les modems, mais 30 ans avant. Darty a gardé ce genre d'imprimante jusqu'à il y a pas longtemps, ça permettait d'imprimer en physique avec une pointe comme un stylo et de passer sur le carbone pour les 3 exemplaires, voilà, pour la garantie, tout ça. On voyait rien à travers, bon, enfin bref. Mais forcément, c'était lourd, bruyant et très limité niveau graphique. On oublie les photos de vacances avec la belle-mère et le Golden Retriever. Même en noir et blanc, c'est mort. En 1969, Gary Starkweather, venez, on fait un truc cette année. On fait le best-of des mecs qui ont les noms les plus classes. Genre là, Gary Starkweather, je pense que déjà,
Première place 2025, puis on verra s'il y en a d'autres. Hein. Bref, Gary Starkweather, un ingénieur de chez Xerox, commence à plancher sur une nouvelle techno et a l'idée d'y intégrer un système de laser. Il pond un premier prototype en 1971, mais c'est seulement en 1977 que la société avec trop de X dans le nom commercialise son premier bousin, la Xerox 9700 qui peut débiter 120 pages à la minute. Ah oui, là c'est sûr, on est loin des gros glandus de ratichons dans les couvents à gratter du paplard à raison de 1 page par jour ou moins. Mais c'est bien en 1975 qu'IBM lance sur le marché la toute première imprimante laser. Plus orientée pour l'industrie qu'accès bureautique comme la Xerox, la 3800 Printing System peut débiter 215 pages à la minute et surtout reste la toute première imprimante qui démontre son véritable potentiel industriel. Et si maintenant c'est normal, ce petit bijou est né officiellement il y a 50 ans tout pile. Mais je sais ce que vous allez me dire, oui, mais PH, c'est bien beau, tu ne parles que des inventions de nos amis hamburgers. Mais il s'est bien passé quelque chose en 1975 ailleurs dans le monde. Alors oui. Voilà, pensez à vous abonner pour plus d'anecdotes de qualité. Alors non, déjà, bien entendu que oui, il y a des trucs qui sont passés ailleurs dans le monde. Si vous m'avez écouté, la VHS, je vous ai dit, est née au Japon. Mais par chez nous, on n'a pas à rougir non plus, puisque l'année 1975 a vu apparaître chez nous une des agences spatiales les plus remarquables de l'histoire, l'ESA. Alors oui, on débarque un petit peu comme une douille dans le voltage, puisque les Américains et les Soviétiques, déjà depuis les années 50, se livrent une guerre aux étoiles. Sans compter que ça fait déjà 6 ans et 6 missions spatiales qu'on est allé taper les 18 trous sur l'astre de la nuit. Mais en vrai, dès 1962 et 1964, l'ELDO, European Launcher Development Organization, et l'ESRO, European Space Research Organization, deux agences spatiales européennes, sont déjà créées. Problème, la communication a du mal à passer entre les deux. C'est un peu comme quand moi je demande un cut simple à Pastouille, bah je suis obligé de repasser derrière tellement elle a fait de la merde. Problème de communication. Ou de compétence. En 1973, à Bruxelles, est donc décidé de fusionner les deux organisations dans un objectif commun, comme le développement du lanceur Ariane. Le 30 mai 1975, la convention de l'ESA est signée par 10 pays. La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni, le Danemark et l'Espagne. Et la Belgique? C'est un vrai pays ça, la Belgique? Ok, bon, c'est signé par 9 pays sûrs et la Belgique. Donc, on vérifiera cette histoire quand même, hein, dans le doute. Spoiler alerte pour ceux qui regardaient cette vidéo. Ouais, il va y avoir un fil rouge sur la Belgique cette année. L'ESA, depuis, c'est donc les lanceurs Ariane, le remplaçant du GPS Galileo, la sonde Rosetta et de nombreux partenariats avec d'autres agences mondiales. On soufflera donc ces 50 bougies le 30 mai. Je pense qu'on va y revenir. La même année, c'est également la première mission conjointe entre les programmes Apollo américains et Soyouz soviétique. Autre symbole des plus cultes s'il en est, la célèbre théière de l'Utah. Le symbole incontournable de 3ds Max a également été modélisé par un chercheur britannique, Martin Newell, en 1975. Il avait besoin d'une forme un petit peu plus complexe qu'une simple sphère ou un cube pour visualiser les différents rendus à une époque où l'image de synthèse en est à ses tout débuts et avec des performances techniques absurdement ridicules. Et la théière semblait donc l'objet parfait, avec des creux, des bosses et une forme que tout le monde connaît. Théière de l'Utah parce que bon, ok, le mec est britannique, donc tout ça, mais le gars bosse à l'université de l'Utah. D'où la théière de l'Utah. Ça aurait pas eu de sens de l'appeler la sorbetière du Texas, alors que c'est bien une théière dans le... Bref. Cette théière est devenue un symbole pour tous les blaireaux dans mon genre, hein, qui bouffent de la 3D depuis 30 ans. Dans tous les films d'animation, à un moment, normalement, il y a une théière pour lui rendre hommage. Et la théière originale en porcelaine de la marque Melita est même exposée au Computer Museum à Mountain View, en Californie. C'est également en 1975 que le premier réseau de fibre optique est tiré par le gouvernement américain entre les ordinateurs du centre North American Aerospace Defense Command, NORAD, à Cheyenne Mountain. Les physiciens Robert Mauer, Donald Keck et Peter Schultz, un chimiste du verre, si, il y en a, mettent au point en 1972 un verre souple dopé à l'oxyde de germanium et très efficace, sans perte, sur les bases des découvertes sur la fibre optique quelques années plus tôt. Grâce à cette technologie, le nombre d'appels dans un premier temps, puis la transmission de données ensuite, ont été multipliés par 10, tout en diminuant drastiquement le coût des communications. C'est également en 1975 que l'Iran lance son programme de nucléaire civil avec l'aide de la France et de l'Allemagne pour développer son premier réacteur à Bushehr, comme on l'a vu dans cette vidéo. Programme fortement ralenti 4 ans plus tard, en 79, par la révolution iranienne. Chaque année, bien entendu, a apporté son lot d'innovations et de nouveautés, de découvertes et de mise sur le marché d'outils révolutionnaires à l'époque, mais normal aujourd'hui. Mais nous sommes en janvier 2025 et je trouvais intéressant de nous pencher sur ce qui s'est passé il y a 50 ans dans le monde pour en être là où nous en sommes aujourd'hui. Bien entendu, si vous avez d'autres inventions à partager, les commentaires sont là pour vous. Bonne année à tous, c'est toujours du Red Bull, c'est bon, hein, l'OE20, tout ça. Nous, on a encore, a priori,
priori, 52 rendez-vous ensemble avant la prochaine bascule, plus les lives sur Twitch. Donc abonnez-vous, venez nous voir sur Twitch, venez nous voir sur Instagram, c'est là où on donne toutes les infos, des calendriers, etc. Et n'oubliez pas que ce fut en 1975 ou que ce soit en 2025, que le génie est partout.